Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le numéro 35 du Manceau Catch, avec évidemment un programme qui va beaucoup tourner autour de Crown Jewel, vous vous en doutez. Cela fait plaisir de vous retrouver en tout cas. C'est incroyable, c'est le titre de cette vignette, hein, un jeu de mots pourri comme je les aime. Voilà, c'est un peu trollesque j'avoue, et pour dire que étonnamment, on va avoir 7 matchs dans un PLE, hein, on en a pas si souvent hein, maintenant à la VVE. C'est le lot des gros pay-per-view comme SummerSlam, comme Mania Nuit 1, Minuit 2. Mais le reste, maintenant on est habitué à du 5 matchs quoi, sur les pay-per-view 10 secondaires quoi. Et en fait, Crown Jewel, on l'avait déjà vu l'année dernière. Hein. C'était déjà 7 matchs et on va dire que ça va être vu comme le WrestleMania saoudien. Hein. Ça y est, c'est un show qui compte, en tout cas pour l'Arabie Saoudite. Ils veulent mettre les moyens, donc ils ressortent l'artillerie lourde avec deux ceintures bien clinquantes, énormissimes, que personne ne pourrait mettre autour de ses hanches tellement elle est énorme. Comment ça peut tenir cette ceinture? Je ne sais même pas. C'est énorme. Donc beaucoup de fast. Il y a quand même du star power, mais alors on va dire que par rapport à ma position qui était la mienne il y a un mois, par rapport à ce Crown Jewel qui se profilait, je vais dire que je suis un peu plus mesuré, un peu moins sur la retenue, on va dire que la dernière fois. On va dire que la carte est pas dégueu. Le show s'annonce finalement, je dirais, moins filler qu'il ne l'aurait pu l'être de prime abord. En tout cas, à ce moment-là, il y a un mois, on savait qu'il allait avoir les deux matchs champion contre champion. Bon, on savait donc qu'il allait pas avoir de perte de titre. Donc j'avais un peu peur qu'on arrive sur un show de transition en attendant les Wargames. Finalement, on a la carte maintenant qui est, je pense, complète. Hein. On va dérouler tout ça et il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes d'un point de vue surtout narratif pour faire avancer les histoires et préparer déjà aussi les Wargames, hein, parce qu'il y a aussi ça en ligne de mire. Ils font ça souvent hein, maintenant. À chaque fois qu'il y a Crown Jewel, forcément on a un coup d'avance, on pense aux Wargames et donc forcément on commence déjà un petit peu à réfléchir aux équipes qui vont être formées. Donc il y a déjà, on va dire, pratiquement deux pay-per-view qui sont buildés à la fois, hein, en quelque sorte. Hein, c'est ce qu'on voit dans les weekly. Hein, ce qui se passe autour de la Bloodline, autour du Judgment Day, c'est ni plus ni moins que déjà une préparation du Wargames, hein, et en plus de ce qu'ils sont en train de builder pour Crown Jewel. Hein. Voilà. Voilà, le show sera pas si dégueu que ça, je pense. Il peut se passer des choses intéressantes. Donc on verra bien. Il y a quand même 4 titres qui seront en jeu, 3 matchs donc ils ne le seront pas. Donc il peut se passer des choses. Donc je pense pas que ce show sera finalement si filler que ça. On va dire que c'est le côté positif de la chose. Mais en tout cas 7 matchs. Et oui, il y a quand même, il y aura quand même de quoi faire. Hein. On va pas se faire une petite review sur 5 matchs. Hein. Ça va changer un petit peu. Bon, c'est arrivé à SummerSlam. C'était il y a pas si longtemps. Mais oui, c'est vrai que on a maintenant tendance à, quand on n'est plus sur du Big Four, Big Five, on a tendance maintenant à être sur du format 5 matchs. Donc, ça fait plaisir d'avoir quand même une carte un petit peu plus épaisse. Voilà, on va tout de suite passer au sommaire de ce morceau catch. Le voici, avec donc les pronostics de Crown Jewel, comme je le disais, et on finira, comme d'habitude, avec le top 5 des matchs du mois écoulé. Hein, donc, on arrivera du coup, si vous comptez assez vite, au 175e match dont j'aurais fait la review. Hein, c'est quand même déjà pas mal. Je suis content d'arriver à un chiffre aussi important. Donc, au bout de cette vidéo, ça fera 175 matchs reviewés dans toutes les compagnies. Hein, en tout cas, n'importe laquelle et peut être concernée. Voilà, on va tout de suite attaquer donc le gros morceau, à savoir les pronostics de Crown Jewel. On va d'abord commencer par le poster du show. Voici le poster. Voilà, ils sont pas trop foulés. Ce sont les deux affiches champion contre champion. Voilà, avec Nia Jax, Liv Morgan, Cody Rhodes et Gunther. Bon, on va dire, il y a un petit côté, si je devais être un peu critique, un côté un peu machiste dans la mesure, bon, quand on regarde l'affiche, les femmes sont quand même très représentées de façon très petite par rapport aux hommes. Voilà, c'est ce qu'on pourrait reprocher hein, si on était un petit peu féministe pendant un petit instant là. Bon, c'est ce qu'on pourrait reprocher. Mais voilà, ils sont pas trop foulés sinon sur
sur l'affiche. C'est pas un fourre-tout de plein de catcheurs. Et les 4 sont bien sûr présents dans le show. On va d'abord, alors avant de dérouler ça, il y a quand même 2 choses importantes à noter. Il y avait un kick-off l'année dernière, hein, faut s'en souvenir. Il y avait Sami Zayn qui était contre JD McDonough en kick-off, en countdown. Pour l'instant, il n'y a pas de countdown, enfin de match de countdown annoncé, mais je serais pas surpris qu'il le refasse, dans la mesure où justement Sami Zayn c'est devenu maintenant, il est devenu incontournable en Arabie Saoudite, hein, maintenant qu'il peut y retourner. C'est un héros pour eux maintenant. À chaque fois, il est très très populaire maintenant. À chaque fois qu'il vient en Arabie Saoudite, donc je ne serais pas surpris qu'ils ajoutent un match en countdown, rien que pour lui. Match complètement gratuit, sans spécifique, sans storyline spécifique, pour qu'on lui attribue sa petite victoire et pour faire plaisir au public. Ça c'est mon petit prono. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un match fourre-tout, hein, il sera peut-être pas tout seul, ou alors en 1 contre 1. Alors ils avaient fait JD McDonough, là, ils vont pas le refaire. Je pensais à Ludwig Kaiser par exemple. Voilà, Ludwig Kaiser, ça peut être aussi une bonne main pour se coucher, on va dire pour l'occasion, et offrir une petite victoire tranquillou, et faire plaisir au public saoudien. Voilà, ça c'est mon petit prono annexe, et donc une victoire, hein, donc de Sami Zayn. Et deuxième chose très importante, donc dont je vais parler donc dans quelques instants, c'est genre vous le savez ou pas, mais justement si vous voulez pas le savoir, si vous ne le savez pas, attention parce que je vais spoiler, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le prochain SmackDown qui va avoir lieu le 1er novembre a déjà été enregistré, puisque justement il y a le voyage en Arabie Saoudite à faire. Et donc il a été enregistré dans la foulée du SmackDown qu'on a vu cette semaine, donc à New York, et donc il y a déjà des choses qui ont fuité. Il y a même un segment, on va dire, important qui a été filmé depuis des tribunes en amateur, et qu'on voit déjà sur les réseaux sociaux, que j'ai pu voir vraiment sur YouTube en entier. Alors c'est pas le son est pas forcément très très bon, l'image pareil, mais on va dire on a un peu l'essentiel, et c'est surtout l'ajout d'un 7e match. C'est un peu ça la surprise, puisque justement c'était pas trop les habitudes de Triple H, c'est qu'on va avoir un 7e match qui va être booké finalement la veille du pay-per-view, hein. C'était justement quelque chose qu'on voyait pas trop avec Triple H, donc en plus un match qui est pas anodin, hein. Donc c'est quand même un match qui peut avoir quand même pas mal d'incidences, et notamment sur ce qui va se passer au Survivor Series. Donc je vais commencer par celui-là du coup. Et donc, si vous voulez, comme je vais mettre des petits chapitrages sur la vidéo, si vous voulez pas savoir de quel match il s'agit, vous passez tout de suite au match d'après, hein, au chapitre suivant. Donc, je vais tout de suite passer à ce match. Attention, je vais spoiler. 1, 2, 3. Voilà. Donc, il s'agit du trio de la Bloodline originale, on va dire, hein, conduite par les Usos et l'OTC, hein, donc Roman Reigns, face à 3 membres de la Bloodline, de la nouvelle Bloodline, on va dire, qu'on ne sait pas justement, qu'on ne connaît pas encore. Donc il y aura probablement Solo Sikoa, on va dire, Jacob Fatu, et voilà, il y a un 3e membre, on ne sait pas encore lequel. On pourrait, on va dire, penser à Tama Tonga en premier lieu, plutôt que Tangaloa, d'autant plus que ce trio justement avec Tama Tonga avait brillé entre guillemets en battant Cody, Orton et Owens au Money in the Bank. Donc il pourrait, je pense, renouveler l'opération en renouvelant donc ce trio là. Donc c'est un match quand même quand même avec du star power, avec des attentes, avec pas mal de rebondissements, hein. On a bien vu que Reigns et Jimmy qui ont fait leur retour ont bien du mal à s'en sortir face à cette nouvelle Bloodline, hein, puisqu'ils sont en sous-nombre. Donc on a bien compris que on l'a vu à Bad Blood, Jimmy et Reigns, ils ont besoin d'aide, et donc du coup ils ont un peu accéléré les choses, on va dire, avec en essayant de venir voir Jey Uso, hein. Jimmy qui est allé voir Jey qui l'a repoussé, il l'a envoyé balader, et Jey bizarrement en fait finalement ici de lui-même il est allé à SmackDown, alors qu'il avait dit que il avait plus rien à faire là-dedans, mais il vient à SmackDown quand même, il vient passer une tête, et puis il vient quand même s'en prendre à Solo, à son frère. Voilà, il aime quand même pas ce qu'il voit, il voit
il aime pas que sa famille se déchire comme ça, avec des mots aussi envers Jacob Fatou, la façon dont il le regarde, voilà. Mais il reprécise quand même que justement il avait envie de faire sa carrière solo et c'est pour ça qu'il est parti à Raw, et qu'en gros il a bien fait puisque il est devenu champion intercontinental, donc il monte sa ceinture, donc il remontre à nouveau, hein, que c'est plus ses affaires finalement, tout en allant quand même leur dire que ça lui fait mal de voir sa famille se déchirer. Bon, c'est un peu, voilà, il y a un peu de tiraillé là-dedans, mais et puis finalement, finalement, on l'a vu à Raw, hein, et il a reperdu son titre intercontinental contre Bron Breakker. Bonne nouvelle, on va dire, parce que c'était quelque chose que j'avais déploré, cette perte de titre pour moi trop prématurée de la part de Breakker. Il l'a au moins récupéré, ce titre, et justement sur une intervention de la Bloodline, hein, qu'on pouvait sentir venir, voilà. Et donc et on a vu vendredi un peu l'inverse, c'est-à-dire que Jimmy, Jay, Reigns sont arrivés en plein pendant le match tag défendu, donc les titres tag défendus par les Guerrillas of Destiny contre les Motor City Machine Guns, hein, qui font une ascension fulgurante, hein, puisque finalement ce n'était que leur 3e match à la VVE, et ils sont déjà champions. Voilà. Là c'est pas le booking de la patience de Triple H, hein, mais bon, là quand on est déjà, on va dire, un grand nom du catch que tout le monde connaît, en tout cas les passionnés, et qu'on arrive directement dans le main roster, bon voilà, ça c'est le traitement spécial, hein, le traitement de la star, le traitement star. Et là, on est déjà champion. Voilà, c'est un peu différent comme traitement. Et ils sont déjà champions, voilà. Et donc du coup, c'est un peu rendre la monnaie de sa pièce, hein, du coup, ce qu'a fait Jey Uso notamment. Et donc la perte des titres des Guerrillas of Destiny. Bon, ce que je trouvais un peu dommage, c'est que du coup, le titre intercontinental, les titres par équipe, servent un peu d'accessoire dans l'histoire. On les fait passer, on va dire, un peu pour des patates chaudes, pour le bien de la storyline de la Bloodline et pour faire avancer les choses pour le War Games. J'ai trouvé aussi un peu dommage que l'on rush les choses pour Jey Uso, parce que je trouve que les réconciliations vont bien trop vite pour moi. Alors oui, ils ont voulu le faire pour faire justement le match de Crown Jewel, mais j'aurais préféré que ça prenne un peu plus de temps et qu'on attende une semaine ou deux, on va dire, avant le War Games pour que Jey finalement change d'avis, quoi. On savait qu'il allait changer d'avis, bien entendu, c'est évident, mais que ça prenne un peu de temps et qu'il galère. Que Reigns et Jimmy galèrent avant que Jey ne change d'avis, quoi. Bon, là ça se fait très vite. Bon, on a déjà le câlin à SmackDown, là on l'a vu pour finir le show. Bon, c'était un bon moment, mais voilà, je trouvais que c'était assez rushé dans l'affaire. Et puis on va voir justement dans le segment qu'on n'a pas encore vu, ou alors qu'on a vu un peu en amateur, pour le prochain SmackDown, que finalement on a l'impression qu'on inverse déjà les rôles, ce qui est quand même assez ironique. Je vais un peu résumer un peu ce qui s'est passé. Alors là aussi je vais spoiler, mais on a Roman Reigns et Jimmy qui vont être sur le ring, hein. Donc là je parle du prochain SmackDown. Donc ils vont faire une promo. Jimmy va dire qu'il a besoin que Roman Reigns laisse tomber son conflit avec Jey Uso. Jimmy va dire qu'il a mis fin à son conflit, lui, et qu'il demande à Roman de se réconcilier avec Jey, hein, lui aussi, et que s'ils sont pas forts tous les trois là comme ils doivent l'être, ils vont perdre à Crown Jewel. Donc voilà, bon, mais là il cite Crown Jewel, donc là il y a pas de doute, le match va avoir lieu. Roman Reigns du coup va demander le micro, mais à ce moment-là, le thème de Jey va retentir, il va arriver, un gros pop évidemment, les hits qui vont résonner, et donc du coup Roman ne peut pas parler puisque Jey interrompt avec son entrée. Il va arriver, il va dire qu'il a pris ce match et ce combat pour se venger de Solo, hein, justement, ce combat qui va venir à Crown Jewel. Il dit que la famille n'est pas encore complètement rétablie et qu'il lui faut tout ce qu'il a juste pour se tenir à côté d'eux. Il n'a pas oublié ce qu'ils lui ont fait physiquement, hein, émotionnellement et mentalement. Il a dit qu'il s'est quand même présenté parce que c'est ce que fait la famille. Roman a écouté, hein, la tête baissée. Jey dit à ce moment-là qu'il se tient ici en tant qu'égal de Roman. Et tous les trois sont égaux là et peuvent se tenir ensemble et diriger les choses comme ils le faisaient à l'époque. Jey va dire que si par contre il est traité avec le moindre manque de respect, il partira, et que si Roman n'aime pas ça, il peut partir aussi. Donc il y a quand même encore le fait de ne pas oublier, hein, ce qui s'est passé, hein, voilà, on n'oublie rien, hein. Bon, je veux bien pardonner, mais je n'oublie pas. Ou alors donc Jey dit sinon à Roman, sinon il peut agir comme son propre cousin et se tenir ensemble.
à Crown Jewel. Il a demandé à Roman s'ils allaient le faire ou non. Voilà, on va se mettre ensemble ou pas? On le fait ou non? Et c'est là que c'est drôle, c'est qu'on inverse un peu les rôles, quoi. C'est là que ça va très très vite, même trop vite. C'est que, je veux dire, c'est Jimmy et Reigns là qui essayaient de faire revenir Jay à la raison, on va dire, d'amener la réconciliation. Et puis maintenant c'est l'inverse, c'est Jay qui force, on va dire, la main de Reigns pour faire cause commune, quoi. C'est un peu bizarre. Donc voilà, bon, il y a un long moment de flottement. Le public évidemment il attend la réponse de Reigns. Finalement il prend le micro. Il réfléchit et puis il va dire YIT. Voilà, et du coup les trois vont se tenir ensemble, ils vont pointer chacun le doigt, ça va prendre un peu plus de temps je crois pour Roman, il va pointer le doigt en dernier, et là la pop est énorme, et les trois voilà sont réunis à nouveau, voilà, en signe de solidarité, et voilà, donc ça boucle le match, donc pour Crown Jewel, voilà, il y aura encore une dernière interrogation à lever par rapport à la composition du trio de la Bloodline, de la nouvelle Bloodline, quoi. Même si, à mon avis, ce sera Solo, Fatu et Tamatonga, à mon avis. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour résumer la promo qu'on va avoir dans le prochain SmackDown. Et donc le match qui va avoir lieu. Il y a du Star Power, ça c'est sûr. Ça pourrait même être un bon opener, hein, puisque finalement. Bon, j'ai l'impression que les matchs, le gros match, c'est Cody Gunther, et je pense que c'est celui-là qu'on va avoir en main event. Donc pourquoi pas ouvrir avec ça, hein. C'est pas impossible. Et je pense que l'Arabie Saoudite aussi avait envie d'avoir Roman Reigns. Voilà, je pense que on peut rien leur refuser à l'Arabie Saoudite, hein. S'ils veulent, s'ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent, quoi, tout simplement. Donc là, on va voir ce match qui sera ce qui sera, voilà, ce sera pas forcément du grand catch, mais il y aura forcément toujours du gros storytelling en perspective, et puis évidemment on prépare déjà le Wargame, ça c'est sûr. En tout cas, le fait qu'ils aient rushé les choses semble indiquer que finalement c'est même pas Jay le dernier membre, ça sera pas Jay forcément le dernier membre de Wargame, c'est qu'ils réservent un peu plus, je dirais, de hype pour le quatrième. Bon, à part Sami Zayn, là je vois pas bien, parce que je pense pas que finalement, j'avais des doutes, mais je suis pas l'impression que Cody Rhodes va être dedans. Et puis avec la composition, je pense qu'un 4v4 suffit, quoi. En fait, c'est tous les mecs qu'on voit actuellement sur le visuel, il manque Sami Zayn, et pour faire tout simplement un OGs de la Bloodline, les Bloodline OGs contre la New Bloodline, quoi. C'est tout simplement ça. Et Cody n'a pas forcément besoin de retourner là-dedans, voilà. Donc je pense que ça suffira, et le public popera quand Sami Zayn va intégrer là-dedans, et puis que Paul Heyman évidemment va revenir. Voilà, bon, là il y a un mois pour builder ça, mais ça va se faire. Mais en attendant ça, pour moi je vais donner la victoire j'irai aux OGs, la team Roman Reigns Uso, parce que c'est la team Roman, quoi. Voilà, j'ai envie de dire ça. Le retour de Jimmy, Jay qui est quand même bien toujours aussi over. Alors vous allez me dire, oui, bon, ils perdent beaucoup les heels. C'est un peu justement le contraste, quoi, le paradoxe de cette New Bloodline. C'est l'impression que ils sont bookés fort en weekly, ils dominent, ils détruisent, mais quand c'est le pay-per-view, ils confirment pas beaucoup, quoi. C'est un peu ça leur problème. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce syndrome pay-per-view, même si, alors on aura le temps d'en reparler. Je pense que pour les Wargames, là pour le coup, je pense qu'ils vont gagner. Ils vont gagner, mais ça on en reparlera. Et justement, c'est parce que je pense qu'ils vont gagner à Wargames que ils vont perdre là au Crown Jewel, pour avoir quand même un peu la compensation. Donc pour l'instant, on va y aller avec le feel good moment, victoire des Face, voilà. Et ensuite, on aura évidemment de la hit. Et là, c'est là que le fait justement d'être en sous-nombre, encore une fois, toujours en sous-nombre, va à nouveau poser problème. Il y aura de la destruction à SmackDown, et c'est là que à nouveau on va recruter. Et on va continuer à recruter, hein. Ils sont pas cons, ils voient bien qu'ils sont encore en sous-nombre, il va en manquer un. Donc là, ils vont aller voir du côté de Sami Zayn, qui de toute façon n'a plus rien à faire là, il a perdu sa chance contre Gunther. Bon voilà, et puis évidemment ils vont avoir envie d'aller chercher l'homme sage. Voilà, l'homme sage aussi. Et donc voilà, le clan sera réuni, voilà, comme au bon vieux temps. Voilà, et le public va popper, va être content. Et là, on aura le Wargames qui sera préparé. Voilà, ça s'écrit tout seul, hein. En tout cas, voilà, bon, ça sera pas un grand match, mais surtout un match très storytellé, je dirais. A priori,
On va pas forcément avoir encore du grand catch. Bon, quand il y a forcément Solo, Reigns, Guerrillas of Destiny, Jimmy Uso, même Jey Uso. Enfin, finalement, il y a pas à part même Fatu, finalement, il y a pas beaucoup de mecs excitants dans un ring. Hein. Alors oui, les Uso peuvent apporter un peu leur folie en équipe. En équipe, ça va, ça travaille plutôt bien. Ça, c'est là qu'ils sont forts. Mais bon, en individualité, c'est autre chose. Bon, on va dire qu'au moins la bonne nouvelle, c'est que si Jay revient un petit peu là dans l'affaire, on va un peu sortir. Alors j'espère que bon, ça va être temporaire hein, à mon avis, mais au moins on va un peu mettre entre parenthèses sa carrière solo. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On va le retrouver avec son frère, on va le retrouver avec Reigns. Donc on va retrouver l'équipe des Usos finalement. Donc au moins on va un peu arrêter avec le push solo de Jay et ça pour moi c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc ça va être un match sympa. Ce serait un bon opener et pour moi je pense plutôt que ce serait une victoire de la Bloodline originale, hein, il faut quand même préciser, hein, la Team Reigns, voilà, ça va être plus simple, la Team Reigns, voilà, bon, bah, il n'y aura pas beaucoup de temps pour faire son pronostic, hein, vu que ça va être officialisé la veille, donc c'est pour ça que vaut mieux déjà en parler maintenant. Voilà, on va passer maintenant à la vraie carte, hein, les 6 matchs annoncés, on va commencer par ce 4 contre 4 pour les équipes, les titres par équipe féminin entre les championnes Bianca Belair et Jade Cargill, Piper Niven et Chelsea Green, les Sky Pirates, hein, les pirates de l'air, Kairi Sane et Io Sky, et enfin, quand même la petite surprise, les métaphores, Lash Legend et Jakara Jackson. Ça c'est quand même la surprise, et que j'ai toujours du mal à m'expliquer d'ailleurs. Bon, on a vu que Damage Control, on les remettait un peu en avant. On les a affrontés à Raw, Belair et Cargill pour les titres. Sauf que bon bah il y avait, c'est là que c'était commençait déjà à être assez étonnant, Jakara Jackson et Lashley John qui étaient dans le public. Il y a eu un coup porté sur les Joshi, enfin sur l'une de deux Joshi, puis elles ont perdu leur chance. Donc à cause des métaphores. Et là-dessus bon bah ils ont essayé de faire une mini feud très très courte. Ils ont ensuite booké un match entre Damage Control et Métaphore à NXT une semaine après. La veille à Raw, il y a eu Damage Control qui affrontait Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Et à nouveau une intervention de Legend et Jackson, ça a fait DQ. Voilà, on a buildé le match de NXT. Et le match de NXT a eu lieu. Et alors là, c'était un peu surprenant, mais intervention de Chelsea Green et Piper Niven. Et on a eu un no contest, quoi. Ça a foutu encore un bazar, pas possible. Tout ça pour qu'à SmackDown, on se retrouve un peu avec toutes ces équipes mêlées et Cargill et Belair étaient plutôt contentes d'avoir de la compétition et puis Aldis a annoncé ce Fatal 4-Way pour Crown Jewel. Voilà, bon, on a mis ces équipes là. Bon, évidemment, les plus surprenantes, c'est Jackson et Legend. Franchement, ça sort de nulle part. Moi, je regarde les weekly de NXT, je regarde les weekly du main roster. Il y a rien, franchement, qui indiquait ce push. C'est arrivé assez soudainement, sans aucune raison particulière. Ce ne sont pas des grandes catcheuses. Jackson, elle catch très peu. Legend, on l'a quand même pas mal vu. Pas une grande catcheuse, c'est une big woman, on va dire une basketteuse à la base, qui a fait de légers progrès, hein, qu'il faut reconnaître. Jackson, elle a pas fait grand chose, quoi. C'est très moyen. Elle a été blessée en plus, donc elle a été souvent sur le bas côté en tant que valet finalement. Donc cette équipe, pourquoi elle plus que d'autres? Franchement, moi, j'ai pas d'explication particulière. Bref, en tout cas, elles sont là. Voilà. Et on a donc ce match. Bon, normalement le théorème c'est voilà, quand on a un pay-per-view du Big Five, c'est l'occasion de faire changer les titres par équipe. Là, franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Je vais rester sur la victoire. Pour mon pronostic, ce sera la victoire de Cargill et Belair. Pour moi, c'est aucune de. Alors oui, il y a Damage Control enfin, en tout cas, les pirates de l'air, on va dire, qui sont des grandes menaces. Mais alors, je pense qu'elles peuvent récupérer les titres à un moment donné, mais je pense que c'est pas pour tout de suite, et que justement, Legend et Jackson peuvent être des très bonnes candidates pour prendre le pin. Chelsea Green, Piper Niven également. Voilà, donc il y a ce qu'il faut, on va dire, pour prendre le pin. Il y a des candidates. Maintenant, bon, ça me chagrinerait un petit peu que ce soit Piper Niven et Chelsea Green qui prennent le pin parce que ça commence à faire beaucoup, je trouve. Voilà, on croit qu'il y a quelque chose, un petit push, quelque chose. Et puis bon, finalement, bon, là, voilà, pour l'instant, ils sont pas proches du tout des titres. Enfin, j'y crois pas du tout là. Mais là, c'est pas encore leur moment, mais ça pourrait revenir un jour.
Voilà, bon, en ce moment, en tout cas, ce sera pas un grand match, hein. Voilà, c'est un match tag team féminin, quoi. Voilà, faut pas s'attendre à des merveilles. On sait jamais, peut-être que ce match va être relégué en kick-off, hein, en countdown, mais je pense pas. Je pense qu'ils vont quand même le mettre sur la carte principale pour peut-être donc justement réserver un match à Sami Zayn, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, bon, ça va pas être un grand match. Quelle victoire, je pense qu'il y a pas trop de suspense, hein, sauf surprise, mais parce que comme je le dis à chaque fois, bon bah. La Belair, elle est toujours là pour porter Cargill et c'est pas le moment de faire splitter l'équipe, certainement pas. Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Il y avait une misco il y a pas longtemps là entre les deux, mais j'ai eu peur que ça ait des conséquences. Heureusement non, il n'y en a pas eu. Voilà, on reste sur la bonne entente et c'est tant mieux comme ça. On va passer maintenant au match suivant. Bronson Reed contre Seth Rollins. Voilà, une feud qui était entre parenthèses, hein, le temps que Rollins revienne. Bon ben voilà, hein, je l'avais dit dans ma précédente vidéo que j'avais mis la possibilité que Rollins vienne pour faire perdre Reed dans le Last Monster Standing de Raw. Et c'est ce qui est arrivé. Et il a fait un stomp sur Reed sur les escaliers. Et ça fait gagner Braun Strowman. Et on a relancé tout ça. Donc on a Rollins maintenant qui est survolté, qui veut s'en prendre à Reed, hein, puisque voilà, Reed lui il veut faire sa marque, il veut s'en prendre à quelqu'un à un grand nom pour faire sa marque. Et Rollins, bah, il a bien compris. Et bah, lui, par contre, il réagit, il était très véhément. Et notamment dans le dernier Raw où ils ont pas arrêté, les deux n'ont pas arrêté de se foutre sur la gueule, ce qui a énervé à un moment donné Adam Pearce, hein, parce qu'à un moment donné, je crois que c'était un peu trop là de se battre tout le temps comme ça. Dans tous les segments, il y avait une baston entre les deux lors du dernier Raw, et il a fini par annoncer l'officialisation du match pour Crown Jewel. And that's official. Voilà, c'est la catchphrase d'Adam Pearce. Bon, voilà, on sentait venir. Le match va être bon. Je pense que ça va être c'est un programme d'attente vraiment caractéristique, hein, pour Rollins. Voilà, là, on a Voldemort qui s'en vient, hein, on le sait. Il y a déjà eu d'ailleurs une petite confrontation après Bad Blood, hein, juste l'Euro qui a suivi. Et voilà, bon, maintenant, il vient penser ses plays, il va s'absenter avec McIntyre, hein, c'est ce que je disais. Voilà, je pense qu'on verra pas ces deux-là tout de suite, hein, vu le match barbare qu'ils ont eu à Bad Blood. Et ben voilà, maintenant on inverse les rôles. Cette fois-ci, c'est Rollins qui est de retour, mais cette fois-ci c'est Voldemort qui s'absente. Donc voilà, maintenant, on va laisser du temps avant que de reprendre les choses entre les deux et surtout de les lancer pour de bon, quoi, pour une vraie feud. On va le faire, mais voilà, pour l'instant, on est sur un programme d'attente, donc parce que je pense que moi, comme je le disais, je pense que ce Rollins Voldemort, c'est pour Mania 41. Hein, je pense que ça a la saveur d'un Mania. Et puis on pourra faire mousser les choses, notamment au Rumble et peut-être aussi au Chamber. Enfin voilà, on verra de ce qui se passera entre le Rumble et Mania, quoi. Mais il y a largement le temps de faire mousser tout ça. Voilà. Alors le pronostic, il peut paraître facile, mais je suis pas sûr. Là, comme ça, à brûle pour point, je dirais Rollins, qui forcément lui, il a besoin de revenir, de ressortir renforcé de cette feud, de la gagner avant d'en repartir vers Voldemort. Mais rien ne nous dit que ça va pas être une feud avec Reed qui va continuer sur 2 ou 3 matchs, avec notamment d'autres matchs, des revanches qui auront lieu à Raw. Donc c'est pas impossible qu'on ait une fin à la mort moelleux à Crown Jewel, hein. C'est pas impossible, j'ai un petit doute là-dessus. Moi, mon prono, oui, il va vers Rollins. Voilà, clean ou pas clean, je suis pas sûr. Là non plus. Ils peuvent protéger, hein, parce que Reed, il est quand même booké très fort. Donc il peut y avoir une protection. Il peut se prendre on va dire un stomp, un énorme stomp, ou depuis la troisième corde par exemple, où Rollins s'est montré sur la troisième corde pour faire un stomp sur Reed. Il peut le porter à plusieurs reprises aussi, hein, pour vraiment montrer que voilà faut en baver pour battre Reed. Voilà, il peut faire quelque chose comme ça pour vraiment pour protéger sa défaite. Voilà, les stompes répétés, ça peut être une bonne idée. Il y a des choses à faire. Donc ils peuvent le faire comme ça et puis terminer la feud là-dessus. Ça sera peut-être un peu court parce que à ce moment-là, le prochain Raw, il peut y avoir des représailles aussi de la part de Reed et continuer en fait pour avoir un autre match, un deuxième, peut-être un troisième. Voilà, un programme d'attente. Mais voilà, à l'heure actuelle, je vais quand même y aller avec Rollins. Voilà, c'est la valeur sûre, le choix simple, même si ça arrivait, hein, s'il devait faire perdre
Rollins, bah, je serais pas non plus des plus choqués parce que ça voudrait dire que ils veulent un peu faire, faire traîner le truc quoi pour jouer la montre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, par contre, la chose qui est pour moi certaine, c'est qu'à la fin, c'est Rollins qui gagne la feud quoi. Voilà, c'est comme je sais pas la feud qu'il avait eu avec Nakamura. On sait très bien à la fin, c'est Rollins qui la gagne. Là, ça va être pareil. Mais ce qui va pas enterrer Bronson Reed pour autant. Hein. Il va en ressortir, je pense, grandi. Il va avoir des bonnes offenses. Il va vraiment mettre en difficulté Rollins. Hein. Je pense que ça va être aussi le seul but. Et il y aura peut-être justement une blessure qui sera vendue, une blessure aux côtes. Enfin, ils vont pouvoir faire peut-être une narration autour de ça. Qu'à Crown Jewel, peut-être que Rollins va peut-être gagner, mais il aura peut-être laissé quelques plumes. Et derrière, on peut on peut finir la feud avec un match STPU. Voilà, ça peut être aussi une idée. Bref, voilà, je pense que à Raw, on va continuer à raconter tout ça. Et pourquoi pas finir la feud seulement en décembre à Saturday Night Main Event. Hein. Voilà, pas forcément Survivor Series, elle est au-delà de ça, quoi. Histoire vraiment de faire patienter Rollins. Mais voilà, à l'heure actuelle, je dirais victoire de Rollins et le match devrait être plutôt pas mal, je pense. C'est une opposition de style, mais Rollins, il sait faire, il peut être bon avec n'importe qui. Et Reed, c'est pas un grand catcheur, mais il a montré déjà dans le passé qu'il était capable de faire quand même de belles choses. Donc pour moi, voilà, ce sera un match plutôt intéressant à suivre. On va passer maintenant au match suivant. Triple Threat match comptant pour le titre des États-Unis entre Andrade, Melo, Carmelo Hayes et bien sûr le champion LA Knight. Voilà, bon, c'est aussi un triple threat qu'on sentait venir. Il y a eu évidemment cette série de 7 matchs, hein, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, mais de 7 matchs très qualitatifs entre Andrade et Carmelo Hayes. Hein, c'était la bonne petite sucrerie dès vendredi soir à SmackDown. Vraiment des bons matchs de mid-card à chaque fois. Hein, effectivement, l'alchimie était au rendez-vous. Mais bon, c'est vrai que bon, je sentais vraiment le triple threat à un moment donné. Il fallait que ça arrive. Et donc, j'ai juste pas trop compris ce qui s'est passé lors du match 7, donc vendredi, où donc LA Knight était l'arbitre spécial. À un moment donné, oui, il y a c'est Carmelo Hayes, je crois, qui se dégage, et puis bah il y a Andrade qui retombe sur LA Knight. Et puis là, LA Knight réagit très très mal. Il a pas aimé ça, il a pas aimé ce spot là, et il a porté deux BFT, enfin des BFT à chacun, et puis il a fait sonner la cloche, et puis il a arrêté le match. C'est complètement, enfin moi j'ai trouvé ça très étonnant et surtout très heel comme réaction. Ça aurait été un heel, pas de problème. Mais quand c'est LA Knight, qui est un mec hyper populaire, l'un des mecs les plus over de la compagnie à l'heure actuelle, réagir comme ça, ouais, moi en tout cas, si je suis fan, je suis pas, je suis pas sûr que je vais applaudir ça quoi. Une réaction comme celle-ci, moi je la trouve très très étrange. Et donc bah oui forcément et Nick Aldis est allé voir LA Knight, il a pas compris non plus cette attitude et puis bah, évidemment ça a conduit à un triple threat. Voilà, on le sentait venir. Mais voilà, c'est qui a un triple threat, pas de souci, ça me paraît logique, ça a été amené comme ça, mais la façon dont ils l'ont amené m'a surpris et je m'attendais pas à quelque chose qui vienne qui soit amené à cause de l'ego de LA Knight. Parce que là c'est complètement l'ego qui a parlé. Hein. Il réagit comme ça, vraiment par ego, et on a ça quoi. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était très heel comme réaction quoi. Voilà, et pas très mature et assez stupide quoi, parce que le but, bon, c'est comme d'amener un challenger à la base, je pense. Hein, si tu gagnes le match 7, voilà, bon, mais tu te places, je pense, comme favori pour être challenger. Donc, bah, si t'es un peu intelligent, bah, tu laisses les deux faire leur match tranquillement. Même si t'es l'arbitre, right in the middle, comme on dit. Hein. Tu fais les choses right in the middle. Et puis voilà. Et puis même si tu prends un coup, bah voilà, tu réagis pas, tu restes droit dans tes bottes. Et puis tu finis le match. Clean quoi. Et voilà, et puis t'as ton challenger. Bon, voilà, bon, ça c'est. Bon, après, voilà, ça c'est le cash quoi. Voilà, en tout cas, bon, le match va être sympa, je pense. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Alors, c'est pas le meilleur catcheur, enfin, Elena, ça sera pas le meilleur catcheur des trois. Mais quand on en a deux sur trois, on va dire, qui peuvent faire le spectacle comme Andrade et Carmelo, Elena, je pense qu'il sera bien dans son élément, dans ce style de match à 3 et sans DQ d'ailleurs. Donc je pense qu'on pourra avoir plusieurs oppositions de style du coup dans le match.
Et ça peut bien emballer le public, qui, voilà, on l'a vu souvent en Arabie Saoudite, est assez, je dirais, assez bon enfant, il réagit bien. Il devrait, je pense, bien apprécier ce match. On a vu que, oui, les Knights, ça fonctionnait plutôt bien en Arabie Saoudite, hein, on l'avait vu la dernière fois. Donc voilà, ce sera un bon match, il y a pas d'inquiétude là-dessus. Quant au pronostic, ouais, moi je vais y aller avec la conservation quand même du titre par LA Knight. Je serais surpris qu'il le donne à l'un des deux autres. Andrade serait à mon avis le favori si ça devait être l'un des deux. Carmelo, je le vois pas gagner le titre. S'il devait y avoir un léger doute, ouais, ce serait Andrade. Mais à mon avis, LA Knight va conserver. Carmelo risque peut-être d'être le favori pour prendre le pin. Ça, c'est mon avis. Mais je pense qu'il faut qu'il conserve. Voilà, son run des États-Unis est plutôt bien, il fonctionne bien. Le public est content. Je pense qu'on va aller au moins jusqu'à Mania avec ça, quoi. Il n'y a pas de raison en fait d'arrêter. Il n'y a pas de raison d'arrêter de stopper ce run. Qu'est-ce que tu fais derrière si tu fais gagner le titre par quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu fais avec LA Knight? Y a rien. Tu peux pas le faire monter sur le titre suprême. Il a ses bouchées. Enfin, voilà, la Cody va avoir son histoire avec Kevin Owens notamment. Il va être bien pris. Donc là, tu peux rien faire tout de suite avec LA Knight. Tu peux pas le faire monter. Tu vas pas le mettre en équipe. Tu vas le mettre dans une nouvelle feud venue d'ailleurs. Hein, alors vu que c'est un triple threat, vous me direz, ça peut être no DQ, il peut y avoir une intervention surprise, mais Logan Paul qui reviendrait, voilà, pour se venger. Bon, on va pas relancer la feud avec Logan Paul, hein, mais ils sont capables, hein. Ce serait la grosse surprise, mais et si Logan Paul revenait? Bon, je serais pas, ouais, ce serait pas forcément une très bonne idée, on va dire. On a vu ces casseroles. Non, je pense qu'ils vont pas le faire revenir et justement ils vont un peu le faire oublier là pendant quelques temps. Bref, donc non, je vais y aller avec la raison et la victoire de LA Knight, la conservation, et puis on verra après ce qui peut se tramer pour la mid-card et pour le titre US, quoi. Voilà, il y aura forcément des choses à faire et des nouvelles oppositions pour lui, quoi. Voilà, en tout cas, victoire LA Knight, le match devrait être bon. On va passer maintenant au match suivant, à savoir Kevin Owens contre Randy Orton. Voilà, match aussi également qu'on sentait venir. Ça y est, Owens qui pète un câble, ça y est, il l'a fait sur Cody à Bad Blood, et à un moment donné, à SmackDown, bon, il y a eu une échauffourée, il y a eu la sécurité, puis à un moment donné, il y a Owens qui a donné un coup de coude à Orton, qui n'était pas, a priori pas volontaire, et Orton a mal réagi, lui donne un coup de poing, et puis voilà, ça s'est un peu envenimé, et puis un peu plus tard, bon, bah, alors, on aura vu Owens qui aura attaqué backstage Orton qui était au sol, et puis on a revu ces images par caméra de sécurité. Les caméras de sécurité, on a vu ça sur Sports Illustrated, hein, bizarrement. C'est Sports Illustrated qui a révélé ça, les images de la sécu, avec ce qui s'est passé avant, justement, avec l'agression de Owens d'abord. Tout ce qui s'est passé avant, voilà, ils l'ont fait un peu comme à Bad Blood finalement avec Cody, et voilà, bon bah évidemment Orton était énervé, il a demandé à Aldis un match face à Owens, Aldis avait refusé, du coup il dit bon bah je sais à qui je vais m'adresser, quoi, en gros je vais m'adresser en gros à quelqu'un d'un peu plus haut placé, et voilà, bah, c'est ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown, il a réclamé Triple H, tout simplement, et Triple H est arrivé en costard comme d'habitude, en corporate, il lui a dit non, Triple H, il avait refusé, et il trouvait que c'était trop dangereux. Alors il y a eu des échanges autour de, alors c'était un peu long et répétitif. Ah, tu me protèges là, en fait tu me protèges de Kevin Owens, c'est ça? Mais non, je te protège pas de Kevin Owens. Mais non, tu me protèges de Kevin Owens là. Mais non, je te protège pas de Kevin Owens. Bon bah finalement après il dit bon, oui oui je te protège, voilà je te protège. Voilà, parce que je sais que t'as été éloigné 18 mois, t'as une très grosse blessure, ça va peut-être la fin de ta carrière, et j'ai pas envie que bah en gros que ça recommence, quoi, et que cette fois-ci cette blessure soit permanente. Donc voilà, je veux pas que ça arrive. Et puis bon, ben Orton a quand même trouvé les mots pour convaincre Triple H en rappelant bah, que voilà, lui il voulait s'adresser non pas, alors c'est rare de citer son nom, mais il a cité le nom de Paul Lévesque. Donc il dit moi je m'adresse pas là aussi haut, je m'adresse pas à Paul Lévesque, je m'adresse au Cerebral Assassin, à The Game, voilà, celui qui a voilà le vrai badass qu'on a connu, et moi celui qui m'a botté le cul dans ma propre maison, qui m'a balancé contre la vitre depuis mon propre living room,
celui qui avait un sledgehammer, voilà. Et qu'est-ce que cet homme aurait fait à l'époque, ce Triple H là, ce game, comment aurait-il réagi? Et ben il aurait réglé les choses dans le ring, voilà. Et c'est comme ça aussi que je compte le faire avec Kevin Owens. Donc c'est des mots qui ont suffi, et je pense que c'était plutôt voilà, ça a plutôt été bien amené. Ces mots qui ont permis de convaincre Triple H. Il dit, oh, tu veux ce match? Ok, ben tu l'as, you've got it. Mais il le prévient quand même, il lui dit, bon par contre, je te conseille quand même de te protéger quand même à plusieurs reprises là, de te protéger à l'avenir quoi. Donc il le prévient quand même, hein. Il le prévient. Euh, et on a un Kevin Owens. Bon, on sait qu'il y a aussi un petit hiatus. Ils ont profité de cette storyline, on va dire, aussi pour mettre un peu à l'écart, en disant oui, il peut pas venir à SmackDown. Là, il est un peu suspendu, ils l'ont mis de côté. Bon, il y a aussi on sait qu'il y a sa situation au niveau de son contrat. Bon, ça va être vite réglé et puis il va re-signer. Hein, il y a pas de doute possible. Il va re-signer et il va bien sûr affronter Orton. Donc le match va avoir lieu. Hein, il est officiel. Donc bah, l'affiche est intéressante, il y a du storytelling, ça va être très intéressant je pense ce match, il y aura de l'agressivité forcément, des deux côtés même je pense, donc les deux ont beaucoup d'expérience, ils vont bien nous raconter le match, Owens bon bah il va amener un peu de sa folie sur le ring, Orton on le sait voilà c'est plus chiant dans un ring, hein, c'est plus méthodique, mais Owens il va animer tout ça, donc j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Et quant au pronostic, qui paraît pas si évident que ça, je vais quand même y aller avec Owens, parce que je pense que c'est à lui de prendre ce momentum là qu'on est en train de lui donner, puisque bon, bah, mine de rien, il a tourné heel, hein, voilà, on le sent là, ça y est, il a pété un câble, il a tourné heel, et donc bah, c'est à lui il a changé, c'est ce que dit Triple H Orton, voilà, il disait que ouais, Owens, c'était quelqu'un de plutôt solitaire, et puis là, en Cody et Orton, il semble-t-il trouvé dire des amis, enfin, en fait, voilà, il s'est senti trahi, quoi, finalement, lorsque, finalement, à force de voir Orton toujours défendre Cody, se mettre de son côté, et ça l'a fait péter un câble. Parce que évidemment il y a toute cette histoire de la Bloodline derrière, Reigns et compagnie, et donc il n'a pas supporté que Cody aille du côté de Reigns et que Orton soutienne Cody, et que du coup à travers ça, ça veut dire aussi un peu que Orton soutient Reigns par la même occasion. On peut aussi l'interpréter comme ça, et évidemment tout ça Owens ne peut pas le supporter, et ça aboutit à cette situation, à cette marmite qui a explosé quoi. Et donc voilà, il y a eu quand même donc du bon storytelling autour de tout ça. Le personnage d'Owens, ça a mis du temps, mais voilà, pour moi c'était bien de l'avoir fait, enfin d'avoir fait exploser les choses. Même si, comme je le disais, je déplorais le fait qu'il n'ait pas fait au Wargames. Bon, là, la situation va complètement être différente. Là, on va être vraiment, je pense, sur un Wargames typiquement, complètement Bloodline. Donc là, Owens, Orton, on va les évacuer, je pense. Et là, je pense que ça va beaucoup plus tourner autour du titre de Cody, là, pour le coup. Ce qui fait que, à mon avis, Cody, c'est pas sûr qu'il soit dans le Wargames. Je pense quand même qu'il risque même de défendre son titre. Donc j'ai un petit coup d'avance là-dessus, je pense à ça. Et du coup, victoire d'Owens, parce que justement, je pense que maintenant qu'il y a un nouvel alignement pour Owens, ils vont le pusher pour trouver aussi justement désigner un challenger à Cody, et Owens, bon alors certes il a déjà eu sa chance, mais à ce moment-là bon il était encore face, hein. Il était encore face, il y avait encore des hésitations par rapport à son attitude, mais et à ce moment-là il avait pas encore pété un câble. Donc là je pense que c'est le moment de faire un rematch entre Owens et Cody avec de nouveaux alignements, enfin un nouvel alignement pour Owens, une nouvelle situation, un nouveau contexte. Et donner forcément trouver un challenger aussi, faut bien trouver un challenger à Cody, et je pense qu'Orton va être, on va dire, celui qui va crédibiliser encore plus Owens en tant que challenger naturel, on va dire, pour le titre de Cody. Voilà, pour moi c'est ça. C'est pour ça qu'il va gagner, parce qu'il faut une revanche entre Cody et Owens. Et puis ça va raconter ce qu'il n'avait pas su faire. Donc c'était à Bash in Berlin, Owens qui avait pas su faire son fameux pop-up powerbomb là sur les points du ring, il avait hésité à le faire, et ça lui a peut-être coûté le titre quoi au final. Donc ça, je pense que ça va permettre de raconter à nouveau ça lorsqu'ils vont s'affronter probablement, alors peut-être au Survivor Series en 1 contre 1, et que ça permettra peut-être de raconter à nouveau ça, de se dire ah cette fois-ci il le fait, ce qu'il avait pas su faire à Berlin, cette fois-ci il le fait là. Donc là Cody va être en danger. Voilà.
toute cette narration. Et du coup, alors là aussi, je m'avance encore sur les pronostics hein, pour Survivor Series. Je verrais bien Orton prendre sa revanche et s'en prendre à Owens, ce qui protégerait Owens dans la défaite, et donc permettrait à Cody de conserver son titre, et à protéger Owens dans la défaite. Voilà, donc ça c'est... Alors, on peut aussi faire le coup du incompréhensible, enfin très étonnant de voir Orton faire gagner Owens, hein. Ils en sont capables, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas, par rapport au mot de Triple H aussi, qui avertit quand même à la fin Orton en lui disant attention, protège-toi, hein. Je te conseille de te protéger. Donc je me demande si c'est pas aussi des mots qui vont avoir une résonance à la fin en se disant bah là que il est en danger, Orton est en danger, et je serais pas étonné qu'Owens le détruise et qu'on ne voit pas Orton pendant quelques temps et que justement on ne le revoit pas pendant un mois et qu'il fasse son retour justement aux séries pour justement aller s'en prendre à Owens. Si Owens est en train d'affronter Cody pour le titre, quoi, pour faire perdre Owens. Voilà, pour moi, ça serait un peu ça le scénario. Donc voilà pour moi à quoi tout sert toute cette histoire. Et on reprendrait les affaires entre Orton et Owens, et voilà, et ainsi de suite. Et puis Cody avancera sur autre chose. Et puis bon, on verra s'il y a un turn de Orton. On sait jamais aussi. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose dont on entend aussi pas mal parler. Voilà, en tout cas pour moi, victoire. Donc de Owens, qui ça me semble beaucoup plus nécessaire. Orton il a pas besoin de cette victoire et pour moi c'est pas ça l'idée. Il faut donner un challenger à Cody et pour l'instant ça serait plutôt un heel et ce serait plutôt Owens. Pour l'instant pour moi c'est pas Orton, c'est pas encore le plan pour moi. Mais le match va être intéressant à suivre je pense. Voilà, il y a de l'expérience et les deux se connaissent bien, ils vont avoir une bonne alchimie. J'ai pas une grosse inquiétude par rapport à ce match. On va passer maintenant aux deux derniers matchs hein, finalement. On va commencer par Nia Jax contre Liv Morgan, donc le first ever Crown Jewel Champion, l'un des deux titres nouveaux voilà, de Crown Jewel. Bon, j'ai pas grand intérêt pour cette création des deux titres là. Bon, pour moi c'est qui va servir que en plus une fois par an, à chaque édition de Crown Jewel. Donc une ceinture qu'on va pas avoir beaucoup, hein. Donc une fois par an, donc c'est pas très intéressant. Voilà. Et puis bon bah dans le ring on n'a pas de Ferrari, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même la fiche pratiquement qui m'intéresse le moins avec le four-way féminin on va dire. Ouais c'est malheureusement, hein, c'est les deux matchs féminins mais qui m'intéressent le moins malheureusement. Hein. Mais bon c'est vrai que bon la fiche elle est quand même pas très réjouissante. Et en fait, finalement, ce qui va m'intéresser le plus dans ce match, c'est les à côté. Puisque finalement, l'avantage, si on peut dire, de faire ce match, c'est qu'au moins, ça permet de mixer deux storylines, enfin, les storylines des unes et des autres, quoi, de l'une et de l'autre. Puisque chacune, voilà, les deux ont leurs affaires, hein, bien sûr. Morgan, elle a son affaire avec Ripley, qui commence à durer d'ailleurs, un peu trop longtemps d'ailleurs. Et Nia Jax, elle a son affaire avec Tiffany Stratton. Voilà, donc il y a deux histoires. Liv Morgan, elle a ajouté Raquel là, depuis Bad Blood, avec le succès qu'on connaît. Non, ça s'est pas très bien passé. Et pas encore. Elle est à côté de ses pompes là pour l'instant Raquel. Donc elle a même failli blesser, je trouve, Tiffany Stratton. Ça m'a fait un peu peur la dernière fois. Elle avait porté une Tehrana bombe là, mais elle était retombée sur l'épaule. Ça m'a fait très peur. Non, elle est pas dedans, elle est pas du tout dedans là. Raquel actuellement, faut qu'elle revienne faut qu'elle revienne, qu'elle se remette d'aplomb parce qu'elle est rouillée, mais surtout déjà qu'elle était pas extraordinaire dans un ring, mais là, voilà, je veux bien qu'elle ait eu des problèmes de santé, etc. Mais alors là, faut quand même se remettre au travail, quoi. Je sais pas qu'elle retourne au PC, mais, qu'on la conseille, mais voilà, pour moi ça va pas du tout pour l'instant. Bon, en tout cas, voilà, il y a tous ces à côté. Du coup, ça rend au moins, je veux dire, pour moi l'avantage c'est que ça rend au moins les résultats très indécis. Le scénario est quand même très difficile à prédire parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plein, quoi. Il y a plein de choses, parce que Rhea peut intervenir, Dominique peut intervenir, Tiffany Stratton peut intervenir, Raquel peut intervenir, ça peut se finir en gros bordel. Il y a un cash-in évidemment potentiel aussi, même si j'y crois pas, parce que je pense que l'Arabie Saoudite, on ne fera jamais, je pense, de cash-in en Arabie Saoudite, en tout cas de cash-in réussi. On pourra le teaser, mais pas plus. Je pense que ça c'est réservé ça sera réservé aux Américains, et que voilà. On leur fait déjà le cadeau, en gros, de leur offrir un pay-per-view en leur sol, mais ils n'offriront pas un cash-in au public saoudien. Moi, ça, j'y crois pas une seule seconde. On peut raconter les choses, on peut l'utiliser, mais il y aura pas plus que ça, à mon avis. Hein. Ils sont déjà, il y a deux nouvelles ceintures qui arrivent, voilà, à Crown Jewel, donc c'est bon, ils ont déjà leur cadeau en quelque sorte. Hein. Ils vont pas avoir plus que ça. Hein. Mais en tout cas.
il y a du storytelling des deux côtés, voilà, c'est l'avantage. Euh, Maintenant, moi, si je devais donner un pronostic, j'irais quand même plutôt vers Nia Jax, parce que cette défaite qu'elle a prise là, le pin qu'elle a pris contre Naomi, ça fait beaucoup. Elle est censée être une championne dominante. Là, bon, se prendre un pin contre sur Naomi, c'est pas la folie. Et si elle reprend encore une défaite là, ça va faire beaucoup. Alors vous me direz, ça peut être un DQ, ça peut être une fin pourrie, mais je pense pas parce que comme là on dit qu'il y a voilà, il y a deux nouvelles championnes, enfin il y a deux, on sacre deux personnes là avec ces deux ceintures. Donc là, il va falloir une victoire, je pense nette et sans bavure. Enfin, en tout cas pas un DQ quoi. Il faudra, je pense, un pin ou une soumission. Donc là plutôt un pin à mon avis. Je pense pas qu'ils feront le DQ, mais ils pourront protéger. Ils pourront protéger. De toute façon, c'est ce qu'ils vont faire à mon avis, puisque c'est ça le problème, hein, c'est que là, quand on met des champions contre champions, faut pas trop les décrédibiliser tes champions. Donc, il va falloir toujours bien se démerder à chaque édition de Crown Jewel pour bien protéger la défaite, quoi. Parce que là, alors vous me direz, oui, Nia Jax, elle peut écraser Morgan, ça sera pas trop gênant, hein, ça serait crédible. Mais bon, là, Morgan, elle reste, toujours est-il qu'elle a quand même un titre. Donc bon, faut pas non plus qu'elle se fasse démonter à ce point-là, quoi. Bref, voilà, faut quand même bien jauger. C'est pas toujours évident à booker, je pense, ce genre de match. Mais il y a beaucoup d'à côté, voilà, surtout. Et donc, ouais, comme moi, à nouveau, je pense au coup d'avance. Et comme je pense qu'on va aller vers un Team Rhea contre Team Liv au Survivor Series, au War Games. Donc je pense qu'il faut déjà mettre encore faire monter la sauce et du coup je pense que Rhea va intervenir. Rhea va avoir alors elle peut s'en prendre à tout le monde hein, de toute façon, mais je pense elle a envie d'abord de s'en prendre avant tout à Liv Morgan, ça reste quand même sa principale cible parce que elle a le titre qui lui appartient entre guillemets, c'est ce qu'elle lui dit. Donc elle va faire ce qu'il faut on va dire pour essayer de la faire perdre. Il y aura du Raquel qui va essayer de jouer les gardes du corps, mais bon on a vu à Raw que ça peut pas ça lui pose pas forcément problème à Rhea de s'en débarrasser de Raquel. Dewinick pour aussi intervenir à nouveau. Bref, mais voilà, il y aura du Rhea et peut-être une ouverture à un moment donné pour Stratton qui pourra peut-être tenter quelque chose. Pourquoi pas d'aller même cacher sur Liv. Hein. Nia Jax avait tenté d'ailleurs de la pousser à le faire. Ça avait pas fonctionné au final hein, avec grâce à Dominique hein, qui avait sauvé Morgan. Euh, donc pour moi une victoire plutôt donnée à Jax. Donc pour essayer au moins de leur donner une victoire à Jax quand même là ça lui ferait du bien et puis bon sur Morgan c'est quand même pas sur le principe sur le papier c'est quand même pas compliqué a priori de battre Liv Morgan par rapport à la différence de force de taille ce serait quand même pas a priori insurmontable pour Nia Jax de s'imposer quoi même s'ils le protègent ils protégeront peut-être mais au moins sur le papier c'est pas insurmontable et puis bah voilà on verra comme ça va être raconté avec aussi Stratton à côté en tout cas aux abords du ring, et voir un peu comme le Judgment Day s'en sort aussi. Pas forcément tout le Judgment Day, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de ramener toute la Smala. Dominique pourra suffire. Bon, malheureusement d'ailleurs, il est souvent impliqué dans tout ce qui tourne autour du titre féminin. C'est presque entre guillemets une catcheuse à lui tout seul. Bon, c'est un peu dommage d'ailleurs qu'il ait autant d'importance autour du titre féminin, parce qu'il a quand même beaucoup fait la décision mine de rien depuis grosso modo un an, hein, quand on voit. Hein. On repense justement à Payback 2023. Où si Raquel n'avait pas gagné, bah, c'était à cause de lui qui rend d'autant plus étonnant le fait de voir Raquel s'associer à Morgan, mais aussi quand même, du coup, par ricochet, à Dominique, quoi. Bon, bref, c'est assez étonnant. Et puis Raquel et Morgan aussi ont montré déjà des envies de retrouver les titres par équipe. Hein. Ils ont quand même, parce qu'ils ont eu des interactions avec Damage Control, donc ça pourrait être aussi une feud, hein, on sait jamais, pour l'avenir. Et puis ça plante aussi des graines pour le War Games. C'est pour ça que je pense qu'à mon avis, on va voir Kairi Sane et Io Sky qui seront dans la Team Rhea. Ce qui expliquerait aussi cette interaction qu'on a pu avoir lors du dernier Raw. Et puis bon, bah, Io Sky, c'est un peu la valeur sûre des Wargames, quoi. C'est ça qu'on a envie d'avoir à chaque fois à tous les Wargames, pour avoir son fameux moonsault depuis le haut de la cage, quoi, en gros. Donc je pense qu'elle sera dans la Team Rhea. À voir le gros point d'interrogation autour de Becky Lynch, hein, si elle reviendra ou pas, comme ils ont fait l'année dernière d'ailleurs pour le Wargames. Donc ce qui pour avoir peut-être un 4v4, et puis avoir donc en face Liv et Raquel, ça c'est sûr. Et puis bah, alors les deux autres. Ah, est-ce qu'ils vont tenter un Jakara Jackson Latch Legend? Je serais très étonné quand même.
Euh, mais j'y crois vraiment pas des masses à ça. Et pourquoi pas Stratton et Nia Jax, hein. Même si ça aussi j'y crois. Alors, je dirais que je crois davantage en Jack Stratton qu'en Legend et Jackson, mais bon, ça on mixerait un peu du SmackDown avec du Raw. Bon, je suis pas forcément persuadé qu'on aura ça, mais en tout cas, voilà, on peut avoir un 4v4, forcément, pas forcément faire un 5v5. Mais en tout cas, ce qui se passe autour des équipes va aussi permettre de renforcer justement les grosses équipes de Wargames, quoi. Et donc, ouais, il y aura un minima Kairi Sane et Io Sky, je pense, je suis quasi sûr avec Rhea. Et puis on verra avec Becky Lynch ou pas si elle revient. Charlotte, Alexa Bliss, toujours un peu les mêmes noms. On verra aussi ce qui lancera. C'est un gros point d'interrogation. Voilà, le match sera pas fameux, ce sera pas bon. J'arrive pas à voir plus de 3 étoiles à ce match. Ce serait déjà très bien, 3 étoiles, hein, à mon avis. Mais c'est surtout tous les à côté qui peuvent être entre guillemets un peu intéressants, ce qui va permettre de faire avancer à la fois, je dirais, le Wargames, le Team Live contre Team Rhea, et de l'autre côté, la relation entre Stratton et Jax, quoi, qu'il faut continuer à faire avancer. Toujours, attention à pas aller trop vite, comme je le disais, pas aller trop vite dans la dégradation de la relation. Ça peut être un peu tendu, ok, mais pas plus que ça. Pour l'instant, faut pas que ça pète. Euh, on n'oublie pas aussi Candice LeRae, aussi Indy Hartwell qui peuvent être aussi peut-être ajouter, mais je pense pas. Là, ça ferait beaucoup trop là. Et puis là, c'est plus trop l'histoire de Rhea Liv. Là, ça va plus du tout avec ça. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, SmackDown, on a cette histoire où on intègre Candice LeRae là pour un push un peu soudain là. On se souvient que Candice LeRae existe, elle a le titre Speed, et puis bon bah là on est en train de la remettre dedans, un peu finalement pour montrer qu'elle arrive quand même à s'accorder une petite victoire en équipe avec Jax là. Elle a quand même fait le pin sur Bayley. Ah, pas la descente aux enfers malheureusement pour Bayley. Et donc Candice LeRae, bah, on mine de rien, on est en train de l'utiliser un peu pour rendre jalouse Stratton en quelque sorte, hein. C'est un peu ça l'histoire actuellement. Voilà, bon, moi ça fait permet d'utiliser Candice LeRae, hein. C'est déjà ça quoi. Voilà, j'ai pas plus de hype par rapport à ce match, et parce que le match sera pas forcément de très grande qualité. Pour moi la victoire, plutôt Nia Jax à l'heure actuelle. Je pourrais peut-être changer, mais pour moi je dirais plutôt Nia Jax. Et enfin, le main event, à mon avis, hein, de ce Crown Jewel, à savoir Cody Rhodes contre Gunther. Donc à nouveau le first ever Crown Jewel champion. Champion versus champion. Bon, le build-up c'était pas facile parce que les deux, ils se parlaient pas forcément face à face. Ils n'avaient pas forcément beaucoup de choses, je dirais, méchantes à se dire. C'est monté un petit peu en pression. Ça est venu un petit peu petit à petit. Et il y a eu donc cette confrontation parce que Cody voulait parler en face à face à Gunther, et ça s'est passé à SmackDown. Voilà, bon, bah, Cody, lui, il avait fait sa promo autour de sa fille, bon, pas forcément très intéressante, c'est une promo babyface, mais là, j'irais plus ce babyface énervant, quoi. Celui en fait, le style de promo qui presque donne déjà envie au mec de tourner heel un jour, quoi. C'est horrible, hein, mais c'est vrai que bon, ça c'est pas, ça faisait très héros américain à nouveau. Bon, c'était pas des plus passionnants. Et voilà, bah, lui, on a eu cette petite confrontation par rapport au rôle du champion, quoi. C'est-à-dire Cody lui dit, là j'étais déjà à Las Vegas dans l'optique de Mania, j'ai fait déjà des confs de presse, etc., des interviews et tout. J'ai fait mon job de champion, mais toi t'étais pas là, quoi. Je t'ai pas vu Gunther. Lui Gunther, bon, il dit, non, mais moi justement, c'est ma différence avec toi, c'est que moi je sais dire non. Toi, t'es un petit serviteur des médias, un serviteur des fans. Moi, je suis pas ça. Moi, je suis quelqu'un qui sait dire non aux fans, aux médias, à tout ce qu'on peut me demander. Voilà, donc c'est un peu une petite opposition autour de ça. Gunther qui a montré, voilà, comme souvent, un peu d'arrogance, quoi. Il le traite même un peu de champion secondaire. Gunther, il le traite un peu de champion secondaire, et que voilà, bon bah, pour lui, le vrai champion, c'est lui-même, quoi. C'est lui. Et donc il montre beaucoup d'ego. Voilà. Et c'est et Cody, à un moment donné, il a quand même réussi à un peu le surprendre en le répliquant avec un coup. Et ça c'est parti en bagarre à SmackDown. Voilà, bon, c'était la première fois qu'on avait au moins un peu une interaction physique. Mais j'avoue que je suis pas des plus enthousiastes par rapport à ce build-up qu'on a pu avoir entre les deux. Bon, on sait très bien que c'est quand même une histoire
de transition. Hein. Là, c'est un champion contre champion. Voilà, les deux vont reprendre leurs affaires séparément après le pay-per-view. Donc, faut pas. Moi, je me sens pas investi particulièrement entre ces deux-là. Ça pourrait être une belle feud plus tard, quand les deux seront, je dirais, dans la même brande. Là, on pourra en reparler. Quand les deux pourront avoir une vraie feud, là, oui, ok. Mais là, bon, pour l'instant, c'est tiédasse, quoi. C'est tiédasse, je trouve. Mais le match, alors là, pour le coup, par contre, il n'y a pas de doute. Je pense que ça sera un très bon match. Ce sera le meilleur match, je pense, de la soirée. On a eu déjà des bribes très intéressantes au Rumble, la finale du Rumble, là, le premier que Cody avait gagné, là, le 2023. La finale, qui était quand même, avait duré longtemps, cette finale entre Cody et Gunther. Alors, ils étaient restés longtemps, je pense qu'ils ont dû se bagarrer 5-6 minutes. Il y avait une belle alchimie déjà. Hein. Pourtant, on les avait jamais vus l'un contre l'autre. Et là, ouais, c'était très, très prometteur. Donc, ouais, ça me donne envie de voir ça. C'est une belle opposition de style, opposition physique. Bref, il y a quand même une opposition de personnages. Enfin bref, tous les oppose finalement. Donc, ça va être intéressant à voir. Et à nouveau, bon, on va essayer de protéger le perdant dans la défaite, hein, à mon avis. Hein, parce que là, on a quand même les deux gros champions, là, les deux champions de la compagnie. Donc, ouais, faudra un peu protéger tout ça, à mon avis. Je vais y aller avec la victoire de Gunther plutôt, la victoire de Gunther. Parce que je pense que déjà il y a Damien Priest qui a raffiché ses ambitions de redevenir El Campeon. Donc il a dit à Gunther qu'il l'attendait. Hein, une fois que tu as fini tes affaires là à Crown Jewel, sache que je serai là. Je serai là pour devenir El Campeon. Donc vaut mieux qu'on ait un Gunther plutôt renforcé lorsque Gunther va recroiser Priest. Et je pense que voilà, ça irait très bien avec le personnage de Gunther, arrogant. De récupérer cette énorme ceinture brillante qui sera peut-être aussi présentée par Kaiser pour la célébration, un peu comme pour le King of the Ring finalement. Le pupitre, la ceinture, le segment à Raw là, dès lundi qui suit. Présenté par Kaiser. Ah, vous présentez là, le Crown Jewel Champion, le premier de l'histoire. Voilà, à nouveau, le meilleur, le ring général, celui qui a tout gagné, celui qui détruit tout le monde. C'est le meilleur ici, c'est le meilleur au monde. Voilà, ils peuvent en faire des caisses. Et donc ça sera très bien avec Gunther champion de faire ça, de Gunther champion, enfin Crown Jewel Champion de le faire ça. Et montrer cette arrogance, enfin exacerber cette arrogance encore plus en cas de victoire de Gunther. Donc moi j'irais plutôt là-dessus. Et puis bah justement il y a pas trop d'à côté. Pour Gunther, il n'y a pas trop d'à côté, finalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de challenger établi actuellement. Il y a eu une petite teasing avec Braun Breaker, mais comme Braun Breaker est redevenu champion intercontinental, donc je pense que du coup, on peut l'exclure. Donc, bah, il est assez tranquille pour l'instant. Il n'y a que Damien Priest actuellement, là, qui pourrait éventuellement revenir. Alors oui, ils vont faire encore un tournoi, là. Bon, bah, voilà, ils vont mettre probablement Dominique dans l'affaire, mais bon, ça c'était pour la blague. Mais pour l'instant, il n'y a pas de challenger. Gunther pour l'instant il n'a pas de vrai feud à Raw actuellement. Hein. Ça va revenir un petit peu avec Priest, c'est tout quoi. Alors que Cody c'est comme beaucoup plus sérieux. Et comme je le disais tout à l'heure, oui, il y a Owens qui va revenir. Owens ça va revenir. Évidemment, il s'en est pris à Cody à Bad Blood. Il y a des histoires à régler. Et pour moi c'est le match de Survivor Series quoi. C'est Cody contre Owens. Voilà. Donc à nouveau pour builder le prochain pay-per-view à l'avance déjà, eh ben Owens je pense peut avoir son rôle à jouer pour faire perdre Cody. Une fois que, alors faudrait le faire ouais forcément l'Orton Owens aura lieu avant, ça c'est sûr dans l'ordre des matchs. Owens donc fort de sa victoire contre Orton, qui risque peut-être de le blesser, de le mettre dans une ambulance, hein, on sait jamais, pourrait intervenir pour venir s'en prendre à Cody qui va être évidemment distrait et voilà. Ça c'est un scénario envisageable. La Bloodline j'y crois un peu moins, mais ça serait une autre option si on veut à nouveau un peu mêler tout ça à Cody. Voilà, faut pas oublier que quand même que Reigns et Cody ont gagné à Bad Blood. Hein. Ils ont battu Solo et Fatou, donc il peut y avoir des représailles vis-à-vis de Cody, mais bon, j'y crois un poil moins parce que voilà, pour moi Cody il sera finalement pas dans le Wargames, je pense pas. C'est faut un peu l'écarter de l'histoire de la Bloodline là, et que maintenant il faut qu'il se concentre sur Owens, et puis maintenant que l'équipe face de la Bloodline est en train de se constituer, qu'on mette Cody de côté et qu'on règle les choses entre guillemets entre Samoans,
même si bon, il va y avoir Sami dans l'affaire, et puis il y a les Tongiens aussi, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, toute la famille, on va dire, plus Sami Zayn, quoi. Voilà, je pense que ça va être un peu ça. Et Cody sera sur Owens. Donc pour moi, faut faire monter la sauce entre Owens et Cody. Donc pour moi, ça peut être le moyen de protéger la défaite de Cody, la victoire d'Owens. Et donc un Gunther qui s'imposerait avec la grosse ceinture, son arrogance qui va, son melon va prendre encore plus de place. Et voilà, pour moi ça se raconte bien. Donc voilà, le match sera très bon et protection donc dans la défaite de Cody et victoire de Gunther. Pour moi c'est mon pronostic actuel. Ça changera peut-être, mais pour moi ça serait plus logique. Voilà, j'en ai terminé pour Crown Jewel. On va terminer cette vidéo comme d'habitude avec le traditionnel top 5 des matchs du mois écoulé, donc sur les quatre dernières semaines. Donc il y a eu encore pas mal de choses à voir, pas mal de choses intéressantes, et même des matchs que j'ai mis au dernier moment, là, encore aujourd'hui. Hein. Donc il y a eu quand même des dernières modifications, des derniers ajustements sur ce top 5. Avec un petit bonus quand même, vu qu'il y a eu Bound for Glory, le show de la TNA hier. Un excellent Bailey contre El Hero del Vikingo, qui était pas loin du top 5. Mais que je voulais saluer aussi, lui donner une mention spéciale parce que voilà, bon, c'était très spotty évidemment. Il y a pas de, c'est pas cérébral. Hein, là, c'est spot, mais c'est très spectaculaire, c'est beau. On nous en donne, on en met plein les yeux. Voilà, le public il adore ça. Et donc voilà, c'était un match quand même très spectaculaire et qu'il faut avoir vu évidemment. Voilà, on va commencer tout de suite par le numéro 5 de ce classement. Il s'agit de Sari contre Bodzilla. C'était lors du show Marigold Fantastic Adventure, le 7e jour. C'était le 24 octobre, donc il n'y a pas longtemps. 4 étoiles écart pour le match, pour la note, pardon. Match comptant pour le Marigold World Title détenu par Sari depuis le 13 juillet. Elle qui en est d'ailleurs la championne inaugurale. Hein. Et c'était donc le main event du show. Et comme très souvent, nous étions au Korakuen Hall pour cette opposition de style assez criante entre Sari, 1m58 pour 60 kg, et Bodzilla, donc le tank allemand de 21 ans seulement, dont je vous avais déjà parlé, qui mesure 1m80 pour 93 kg. Sans surprise, Bodzilla va vite faire parler sa puissance, et Sari va tenter de réagir avec sa vitesse et ses qualités de soumission, notamment en affaiblissant le bras droit de son adversaire, et comme le veut la tradition, Bodzilla n'oubliera pas de fracasser la tête de la championne contre le mythique panneau du Korakuen qui symbolise la direction de l'Est. Elle la projettera ensuite contre les chaises du public. On va vite faire un plan large sur le public, ce qui va être l'occasion pour Sari de se blider au niveau du front, un front bien ensanglanté, ce qui permet de donner un aspect plus dramatique au match. La championne est alors clairement en difficulté face à ce monstre sanguinaire, Pile Driver, Nightmare Pendulum, Moonsault, Sit-out Powerbomb. Le tank allemand multiplie les assauts dévastateurs et ramènera même une table sur le ring contre laquelle elle finira finalement, mais sans que celle-ci ne s'écroule. Un énorme I am the table moment. La championne n'oubliera pas de revenir au passage sur son travail au bras droit avec beaucoup de lucidité et d'intelligence. Sera-ce suffisant? Je vais m'arrêter là si vous voulez connaître la fin. Un très solide match David contre Goliath qui fonctionne très bien, et une Bodzilla qui continue de progresser et de montrer qu'il faudra compter sur elle dans les années à venir, et à seulement 21 ans. Je ne peux pas croire qu'une grande compagnie comme la WWE notamment n'a pas déjà les yeux sur elle. Il faudra suivre l'évolution en tout cas de sa carrière avec intérêt, je pense. 4 étoiles écart donc pour ce match de très bonne qualité. On va passer maintenant au numéro 4 de ce classement. Il s'agit de Masha Slamovich contre Jordynne Grace. Et bien voilà, c'était hier, donc lors du show TNA Bound for Glory 2024. Donc ça, voilà l'ajout de dernière minute de ce top 5. Donc c'était hier, et la note 4 étoiles et demie. Match comptant pour le TNA Knockouts World Title détenu par Jordynne Grace depuis quand même le 13 janvier dernier. En 4 confrontations chez TNA, ou Impact à l'époque, Masha n'a encore jamais réussi à battre Jordynne Grace. Ce 5e match revêtait donc un intérêt tout particulier. Jordynne Grace arborait d'ailleurs des couleurs rouges, et Masha des couleurs blanches. Donc c'est un peu l'ange contre le démon, en quelque sorte. Ce qui était l'occasion, si on veut être un peu dans la symbolique, l'occasion pour Masha de montrer encore davantage qu'elle veut vaincre ses vieux démons, justement. La championne va assez tôt dans le match travailler la jambe gauche de la challengeuse. Du coup, Masha va réagir avec quelques coups de pied percutants avec l'autre jambe, donc sa jambe droite. Joli Juggernaut Jackhammer, porté plus tard par Jordynne Grace. Moment bien raconté quand Grace va contrer un Canadian Destroyer de Masha. C'est un move que Grace avait alors subi lors de leur combat mené il y a 2 ans.
preuve qu'elle a bien étudié son adversaire depuis. Masha continue de bien vendre sa jambe gauche et réussit malgré tout son finisher, hein, le snowplow, mais Grace se dégage à deux. Masha est vaillante, hein, elle continue ses assauts tout en se tenant la jambe. Superbe enchaînement, un tombstone German suplex Kryptonite Crunch de la championne pour un bel hommage à Jerry Lynn, ancien champion X-Division, mais Masha se dégagera, le combat se durcit, les coups pleuvent et l'intensité monte. Masha réussira un Burning Hammer retentissant, mais même ce move ne suffira pas à s'imposer. Masha multiplie les kicks avec sa jambe valide, mais Grace enchaînera avec un Fisherman Buster, suivi de son Juggernaut Driver. Masha va encore quand même se dégager, c'est incroyable, hein. Normalement personne n'arrive à se dégager du Juggernaut Driver d'habitude, du moins personne ne l'avait encore fait cette année, mais Grace reviendra à la charge en s'en prenant à la jambe gauche de Masha, notamment avec un stretch muffler. Masha va souffrir beaucoup, mais va réussir à saisir la corde pour briser la prise. Comment ce match peut-il se finir, hein? La tension est vraiment palpable, et le public est à fond, hein. Il y a beaucoup de suspense. Grace va tenter son Juggernaut Driver depuis la 3e corde, comme il y a 2 ans, hein, lorsqu'elle avait battu Masha, hein. C'est comme ça qu'elle l'avait battu, et voilà, et je vais m'arrêter là pour les highlights. Un match qui est en tout cas vraiment remarquable, du début à la fin, avec du très bon storytelling, doublé d'un bon in-ring, avec une très belle opposition entre deux combattantes qui ont envie d'en découdre, tout en montrant du respect l'une envers l'autre. J'ai beaucoup aimé par ailleurs le selling à la jambe de Masha, hein, et même encore après le match. Donc une vraie leçon une vraie leçon de selling, hein, pour tout le monde d'ailleurs, pour beaucoup de monde qui souvent se laisse aller. Là c'était vraiment très bien. L'accolade post-match est belle à voir, hein. Là, le respect est là et l'émotion aussi. Le meilleur match de cette édition de Bound for Glory 2024 et de loin le meilleur match féminin de la TNS cette année, et peut-être, je pense aussi, l'un des meilleurs matchs féminins tout court cette année en général. Match à voir à tout prix et qui mérite pour moi largement son 4 étoiles et demie. On va passer maintenant au numéro 3 de ce classement. Il s'agit de Konosuke Takeshita contre Ricochet contre Will Ospreay. C'était à AEW Wrestle Dream 2024. Le 12 octobre, 4,5 pour la note. Match comptant pour l'AEW International Championship détenu par Ospreay depuis le 25 août. Énorme affiche, hein, forcément très attendue et qui était toute désignée pour être le show stealer de Wrestle Dream. Étant donné que Takeshita avait gâché la fin du match entre Ospreay et Ricochet à Dynamite, il était logique de voir de temps à autre les deux faces collaborer pour s'en prendre au seul heel de ce match. Ce match nous a livré tout ce qu'on était en droit d'attendre, hein, de véritables prouesses athlétiques, un énorme spot fest en couleur, le tout devant un public à bloc. On en prend plein les yeux du début à la fin. Takeshita m'a à nouveau particulièrement impressionné, il sera une immense star mondiale, hein, d'ici très peu de temps, c'est une évidence. La fin de match est un peu overbookée, histoire de provoquer un gros shocking moment qui raconte forcément des choses pour la suite. Cela ne gâche en rien la qualité de ce match qui fut l'un des 2 meilleurs pour moi de cette édition de Wrestle Dream. 4,5 pour ce match, donc à voir à tout prix. Une superbe démonstration de catch malgré ces quelques excès en tout genre que l'on pourrait lui reprocher. On va passer maintenant au numéro 2 de ce classement, il s'agit de Konosuke Takeshita contre Josh Alexander. C'était lors du show MLP Forged in Excellence, jour 2 du 20 octobre. 4,5 pour la note. Et oui, à nouveau Takeshita donc. Match comptant pour l'AEW International Championship détenu par Takeshita. Le Canadien Josh Alexander était à domicile dans l'Ontario et aux couleurs de son idole, Bret Hart, hein, pour tenter de ramener le titre international dans son pays. C'était la 2e fois qu'ils s'affrontaient. La première fois s'étant soldée par un time limit draw en juillet 2022, hein, dans un show de la peu connue Garden State Pro Wrestling. Sans trop de surprise, ce match aura vraiment délivré. Hein, l'alchimie est au rendez-vous, l'agilité des deux catcheurs était patente et leur arsenal de prise assez impressionnant. Takeshita cogne dur avec ses coups de genoux et ses manchettes. Et Alexander brille par son catch technique. Ces deux hommes savent à peu près tout faire à eux deux et nous en mettent plein la vue pendant la demi-heure qu'aura duré cet intense combat. La German suplex d'Alexander dans le coin et le brainbuster de Takeshita sur la rampe furent deux des gros spots de ce match. Incroyable aussi de voir Alexander se dégager à 1 DC4 Spike, le propre finisher d'Alexander, volé par Takeshita pour l'occasion. Alexander tentera de travailler la jambe de son adversaire en portant notamment son ankle lock. Don Callis, le manager de Takeshita, officiait aux commentaires auprès du revenant Mauro Ranallo, hein, pour notre plus grand plaisir. Ricochet viendra par surprise venir faire le save sur Alexander, qui fut piétiné par Takeshita et Don Callis après le match. Et on le sait, Ricochet veut son 1 contre 1 face à Takeshita, hein, et ce Dream Match sera forcément à suivre, probablement pour Full Gear. Alexander serrera la main de Ricochet pour l'avoir sauvé. Bref, 4,5 pour ce superbe match à voir à tout prix. Ça commence plutôt lentement, mais la montée en régime progressive nous scotche sur notre siège jusqu'à la fin. Takeshita nous régale donc une nouvelle fois après le triple threat de Wrestle Dream dont je parlais juste avant. Et le pire,
c'est que ce n'est même pas fini, car le numéro 1 de ce classement, je vous le donne en mille, eh bien c'est Konosuke Takeshita, oui, contre Mike Bailey. C'était à nouveau dans le show MLP Forging Excellence, mais cette fois-ci le jour 1 du 19 octobre, donc la veille du match précédent. 4 étoiles 75 pour la note. Et oui, donc le triplé. Le triplé pour Takeshita, c'est une sacrée performance, hein, c'est assez rare dans mes Monso Catch. C'était un éliminator match pour l'AEW International Championship, donc détenu par Takeshita. C'était l'occasion du grand retour de la Maple Leaf Pro Wrestling, donc l'ancienne compagnie qui présentait des shows dans la région de Toronto dans les années 70-80 et qui a été relancée par Scott D'Amore hein, après son départ soudain de la TNA. C'était le main event donc de la nuit 1 et quelle belle affiche hein, proposée entre Takeshita et Mike Bailey, tandis que celui de la nuit 2 donc dont je parlais promettait aussi beaucoup hein, à ce moment-là entre Takeshita et Josh Alexander, donc j'en ai parlé tout à l'heure. En tout cas, ce main event a tenu toutes ses promesses et il ne pouvait en être autrement hein, vu la qualité des deux catcheurs. Et quand le strong style et le high flying se mélangent, bah, cela donne ce banger absolu. Là, les kicks de Bailey et les manchettes de Takeshita ont résonné dans toute l'arène à plusieurs reprises. Bailey a montré un fighting spirit hors du commun face à ce tronc d'arbre japonais inébranlable. Les enchaînements furent de toute beauté, c'est fluide, c'est beau, c'est spectaculaire et on a envie de scander Fight Forever en même temps que le public. Les moves signatures ont été délivrés des deux côtés et les near fall en fin de match m'ont bien surpris à chaque fois. Magnifique démonstration de catch hein, offerte par ces deux gladiateurs, le tout commenté par le légendaire donc Mauro Ranallo, hein, je le disais tout à l'heure, qui faisait donc son grand retour en tant que commentateur. Et puis forcément ça a aussi contribué à l'épicness de ce combat, nous donnant l'impression de replonger en plein main event des NXT TakeOver de la grande époque. Bref, un match à voir et aussi à écouter, hein, à tout prix. 4 étoiles 75, c'est mérité et Takeshita nous prouve une nouvelle fois pourquoi il va devenir une immense star et même une légende de la discipline. Ça, c'est une évidence. Du très grand catch et un vrai bonheur à savourer, sans modération. Voilà, j'en ai terminé donc avec cette édition du Monso Catch. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. C'est important pour ma visibilité et commenter. Hein, n'hésitez pas à faire vos pronostics et donner un peu votre hype, votre note de hype par exemple pour Crown Jewel. Si vous avez des matchs aussi qui vous ont bien plu le mois écoulé, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. Voilà, en tout cas comme je l'indique dans ma vidéo, dans ce visuel pardon, bah, la prochaine vidéo donc ce sera le 3 novembre pour la review de Crown Jewel, donc le lendemain. Alors ça sera peut-être un peu plus long à faire, hein, bah, même forcément, puisqu'il y aura quand même 7 matchs, peut-être même 8 hein, si on ajoute le kick-off. Donc il y aura forcément beaucoup de choses à dire. Donc cette vidéo, elle arrivera, j'espère, pas trop tard. Ce sera probablement dans la soirée, dans le dimanche, mais plutôt dans la soirée. Hein. Ça va arriver un peu tardivement, mais voilà, je ferai au mieux comme d'habitude. Voilà, en tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Bah, on se retrouve donc déjà donc la semaine prochaine. Portez-vous bien et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.